bienvenue. Donc, on s'était arrêté sur pardonner pour aller mieux. Est-ce qu'il faut tout pardonner? On était là. Parce qu'on était un petit peu parti un peu loin. Hein. C'est pas du tout notre genre. Pas du tout. Donc, pardonner soi-même, pardonner aux autres. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, je dis que c'est une décision personnelle qui consiste à se libérer du poids, on va dire, de la rancune, du ressentiment, tout ça. Mais il faut bien comprendre que le pardon, c'est un travail, c'est un processus. Quand on a été profondément touché, affecté, blessé, le pardon, ça ne vient pas comme ça en une nuit. Et il ne faut pas se forcer à pardonner dans le sens où c'est vrai qu'on peut avoir certaines valeurs morales ou religieuses ou même sociétales que c'est bien de pardonner, qu'il faut laisser passer. Et derrière, en fait, il y a quelque chose en fait, dans notre tête qui ne passe pas. On va... de temps en temps y repenser, on va avoir de la colère en soi, on va avoir des ressentiments. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a de la colère en soi, c'est pas parce qu'on est triste, c'est pas parce qu'on a des sentiments, comment dire, même parfois ça peut aller plus loin que la colère, c'est pas pour ça qu'on va être une mauvaise personne. Ce qui fait la différence, c'est comment on va se comporter après. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Pour les gens qui nous écoutent, je me dis déjà la question, c'est est-ce qu'on pardonne à l'autre d'avoir été infidèle? Est-ce qu'on pardonne à l'autre de nous avoir mal parlé? Est-ce qu'on a de nous avoir annulé un rendez-vous? Pardonner, il y a vachement de niveaux. Déjà, je trouve. Non mais c'est important, je pense aussi déjà ça dépend de ce qui s'est passé, bien entendu. C'est ça. Et est-ce qu'on pardonne le comportement de l'autre? Est-ce qu'on pardonne comment est-ce qu'il est, ou parce qu'il a eu une action? C'est un peu, il y a beaucoup de questions, je trouve, sous-jacentes dans la question, moi, je trouve, du pardon. Ou est-ce qu'on se pardonne à soi-même d'avoir accepté certaines choses et ne plus les accepter? Oui, tout à fait. Ça, c'est la question des limites. C'est ça. Parce qu'au final, quand on traverse des difficultés aussi dans un couple et des crises, ça peut vraiment faire évoluer le couple et en positif. Maintenant, est-ce qu'il faut pardonner pour évoluer dans le couple, pour avancer dans le couple? Voilà, est-ce que c'est la condition? Est-ce qu'il faut absolument pardonner pour pouvoir passer, entre guillemets, à autre chose? Pas nécessairement. Je veux dire, on peut continuer à construire la relation, à travailler l'un et l'autre sur nos problématiques individuelles, parce qu'il y a le couple, mais ce qui forme le couple, c'est... Bon, on va parler de deux individus, donc chacun... Après, des fois, il faut avoir un petit coup de main. Des fois, on peut nous faire appel à un ami, on peut faire appel à un psy, un thérapeute de couple. Oui, il y a plein de choses qu'on peut mettre après en place quand c'est trop gros. Mais c'est aussi, je trouve... Perso, tu vois, je trouve que ce qui est important, c'est dans ce pardon, c'est est-ce que je vais accepter une situation? Est-ce que je vais accepter un comportement? Et il y a vachement de choses, je trouve, qu'on peut mettre derrière sur le pardon de manière générale. Après, tu as des gens dans la religion, ils sont énormément dans le pardon. On doit être capable de tout pardonner. Oui, tout à fait, mais pour c'est important autant, aussi. C'est pas parce qu'on pardonne qu'il faut négliger ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Le pardon, il commence par le fait de reconnaître qu'on ressent quelque chose et de s'autoriser à le ressentir. Mais ça peut être long après, ça peut être long aussi à accepter. C'est un processus, comme le deuil est un processus, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un processus, et il faut laisser le processus se faire. Mais est-ce que, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on attend que tout soit pardonné pour attendre que l'autre vienne ou se remettre... à discuter, à communiquer? Je pense que cela fait partie du processus, le fait aussi de communiquer, sinon on bloque tout. Donc le pardon, c'est un acte qu'on fait avant tout pour soi, parce que effectivement, dans le fait de rester sur sa colère, qui c'est qui souffre au final? C'est soi-même. C'est nous qui souffrons à rester dans notre colère. Mais après, ça peut aussi, tu vois, on reste sur le thème de l'infidélité qu'on avait juste avant. Oui. Mais tu vois, quelqu'un qui a été infidèle, lui pardonner parce qu'il a fait une erreur ou elle a fait une erreur une fois. Après, ça peut avoir des dérives sur le contrôle, sur, comment on dit, le flicage. Je sais pas comment on peut dire le vrai mot, tu vois, sur cette notion après d'avoir perdu cette confiance. Et comment retrouver cette confiance? Comment réussir à pardonner certaines choses, tu vois. Quelqu'un qui te promet de t'emmener, je sais pas, à Bali, et tu te retrouves au camping, Tavas les flots.
Tu vois, non mais, tu vois ce que je veux dire, aussi le côté, qu'est-ce qu'on va mettre derrière un petit peu, tu vois. Justement, c'est là où je dis que ça peut être constructif. Si l'autre fait, par exemple, commet une infidélité, admettons, une fois, et puis qu'il l'avoue, parce qu'il y a le fait aussi comment est-ce qu'on découvre Comme ça. il faut avouer à moitié pardonner. Voilà, comment est-ce qu'on découvre ça? Est-ce qu'on le découvre au détour de messages qu'on surprend, ou est-ce que c'est l'autre qui vient l'avouer? C'est déjà pas tout à fait la même chose, la même démarche, mais soit disons qu'on est dans le cas donc, d'une infidélité. Si le couple pose les choses sur la table, communique autour de ça, bon, on peut pas éviter la tristesse, la colère, tu sais, ça va aller avec la dispute, ça va avec le thème que j'avais prévu un peu dans les autres questions, c'était ne pas être jaloux. Tu vois, je trouve que tout ce qui est dans ces notions-là, ne pas être jaloux, ne pas dans tout pardonner, tout ça, je trouve que ça va aussi avec, parce que quand tu as été trompé, après, ne pas être jaloux, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai des fois des gens qui me demandent, même des élèves, qui me disent comment je peux savoir si elle me trompe, si machin. La première chose que je dis tout le temps, s'il y a un changement de comportement, pourquoi? Si d'un seul coup, la personne se met à retourner son téléphone, pourquoi? Si d'un seul coup, il y a quelque chose qui change dans la routine du couple, pourquoi? Ça peut peut-être parce qu'il est en train de préparer le voyage à Bali, sait-on jamais. Ça peut. On va essayer de rester positif. Mais tu vois, les conseils pour pas être jaloux, on va dire post-tromperie, c'est compliqué, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que, en fait, la jalousie, pareil, c'est un sentiment naturel qui est humain, voilà, qu'on a dès qu'on est petit. Et puis, dans le couple, ça renvoie bien sûr à nos insécurités, ça renvoie à ce qu'on appelle l'estime de soi aussi qu'on se porte. Quand on se porte peu d'estime, quand on a peu d'estime de nous-mêmes et qu'on a trouvé une personne qui nous aime, qui semble vouloir partager du temps avec nous, voir sa vie, tout ça, on va s'y raccrocher effectivement, et dès le moment où elle nous trompe ou qu'elle nous est infidèle, on peut se trouver complètement perturbé, chamboulé et profondément en fait atteint dans ce qu'on appelle en psychologie nos assises narcissiques profondes. Voilà, dans l'estime qu'on se porte, on va être abîmé. Voilà, on va tout d'un coup se remettre en question. Pourquoi l'autre est parti vers une autre personne? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Cette comparaison. On va se comparer. Donc toutes ces failles, toutes ces insécurités un peu immatures, vont ressortir à ce moment-là. Mais ce qu'il y a, c'est que même si, admettons, on rompt avec cette personne parce qu'on ne souhaite pas lui pardonner, souvent on sait que cette insécurité, du coup, que cela éveille en nous, elle va se révéler aussi avec la personne suivante. Parce qu'on a déjà été trompé, en fait. Donc si on ne fait pas un travail sur soi, sur justement la confiance qu'on a en soi, la valeur qu'on se porte, etc., on aura toujours cette insécurité, même si la personne nous promet monts et merveilles et que c'est quelqu'un qui est absolument fidèle. Je pense que ça n'a rien à voir là avec l'autre, mais avec soi-même, au final. Le fait de ne pas être jaloux. Oui, tout à fait. La jalousie. Après, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement jaloux. Il y a la différence entre la jalousie et l'obsession, quoi. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment jaloux de par nature. Tu vois, qui sont très possessifs, très jaloux, naturellement, en fait. Mais parce que, comme tu dis, ils ont peut-être vécu quelque chose à un moment, tu vois. Là, je pense à des gens, tu vois, qui sont ultra possessifs parce que quelqu'un a perdu sa maman, il avait 7 ans. Sa maman a mis fin à ses jours à l'âge de 7 ans. Et forcément, on pense bien que ça a dû créer quelque chose. C'est ce sentiment de possessivité après quand cet homme est avec quelqu'un ultra possessif. Oui, comme on le disait tout à l'heure, en fait, les relations précoces d'attachement qu'on va avoir dans la toute petite enfance, entre 0 et 3 ans, elles vont être assez importantes, voire même décisives dans notre manière d'être en relation avec le monde et avec l'autre. Donc, quand on n'a pas été suffisamment sécurisé, quand on n'a pas reçu l'attention, l'amour, l'affection, quand on n'a pas été nourri, en fait, aussi bien sur le plan affectif que câlin, même charnel, c'est ce que j'allais dire par rapport aux gens, tu sais. Mais il y a un truc que je trouve toujours très rigolo, c'est les gens qui se font plein de câlins. Il y a des familles, ils se font plein de câlins, ils se prennent dans les bras, ils font des bisous. Puis il y en a d'autres, on ne se touche pas, tu sais, ou on n'exprime pas. On ne dit pas les je t'aime, on ne dit pas... Oui, tout à fait. Après, ça devient à la fois effectivement un modèle, un schéma relationnel,
Mais ensuite, ça s'ancre effectivement quand on a des parents, on a des familles de taiseux, des parents, des familles où on se... Taiseux, qui ne disent pas les choses. Je te reprends au cas où, pour certains mots. Qui ne disent pas les choses, qui ne disent pas les sentiments, qui ne disent pas les émotions. C'est beaucoup plus facile de devenir un adulte qui s'exprime, qui parle de ses sentiments librement, qui partage ses émotions sans crainte, quand on a eu des parents qui posaient la question pendant la journée à table, et comment tu te sens, comment ça va, pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui te met en colère. Mais évidemment, c'est comme quand on a eu des parents sportifs, on a plus de chances quand même d'avoir été élevé un peu là-dedans, et puis de faire du sport, voilà. Donc c'est un conditionnement. Après, il n'y a pas que les relations les relations d'attachement précoces. Donc oui, effectivement, mais ça se retentit en tout cas à l'âge adulte, cette insécurité-là et ces failles, effectivement. Après tu peux avoir aussi... Le complexe d'Oedipe, quoi, enfin, très bien classiquement. Donc, voilà. Mais après, tu peux souffrir aussi des fois de jalousie, tu sais, intrafamiliale d'un point de vue frère et sœur. Bien sûr, ce qui s'est joué dans la fratrie aussi. Peut jouer aussi bien après sur des jalousies, générer des jalousies. Absolument. Si par exemple, on a été... Là, je schématise, j'aime pas trop ça parce que... Bon, attends, je te donne moi le schéma si tu préfères. Ouais, vas-y, ok ou pas? T'imagines que lors d'un décès, ouais. en fait, tu te rends compte que la maman a fait une donation de presque 200 000 € à un, ouais. Et l'autre n'a rien eu, par exemple, de son vivant. Oui. Forcément, quand les deux se retrouvent chez le notaire, c'est pas super ouf d'un point de vue ambiance, sachant que du vivant de la maman, le garçon a eu 200 000 € du vivant et qui... Ouais, mais là, t'es déjà à l'âge adulte. Ah, t'es pas forcément à l'âge adulte, hein, tu sais, je le notaire. Parce que ça les dépend. enfants ont relativement peu conscience de ces je te la propose autrement. Quand la maman dit par exemple à un de ses enfants, toi je t'aime pour 2 et l'autre je l'aime pour 1, les favoritismes, les traitements de faveur, le fait quand on a un parent qui refait sa vie avec un beau-père ou une belle-mère qui nous tolère, voilà, qui nous donne pas beaucoup d'affection et qui donne tout à ses enfants, aux nouveaux enfants du couple. Il y a beaucoup d'histoires en fait comme ça que j'ai en cabinet. Ça crée effectivement moi ce que je te raconte, c'est des choses que j'ai entendues en classe. Tu sais, des élèves qui me viennent me parler en disant je fais comment, tu vois, c'est compliqué. Hein. Ouais, non mais complètement. Mais oui, en effet, en tout cas, ce qu'on va vivre à l'enfance, dans la relation aux parents, dans la relation entre fratries, va jouer sur notre manière d'être en relation avec les autres et dans le couple aussi. Voilà. Un exemple tout bête, imaginons on a été enfant unique pendant très longtemps et que d'un coup on a un petit frère, une petite sœur, alors qu'on a un âge où on a encore besoin de l'attention de nos parents, à 7 ou 8 ans, ça peut être très compliqué à vivre. Voilà, ça peut créer un sentiment d'abandon, un sentiment presque de trahison chez l'enfant. Je dis pas que c'est très schématique, c'est pas toujours le cas, bien évidemment, ça dépend quand. Mais après, ça peut générer de la jalousie plus tard à l'âge adulte, tu vois. Si on a souffert d'un coup d'un manque attentionnel alors qu'on a eu l'attention des 2 parents pendant autant d'années, ça peut effectivement... Ça peut jouer. Mais bon, et donc quel conseil tu donnerais donc pour éviter... On va rester dans notre idée du couple, puisque c'est un peu quand même notre thème, l'amour, le couple. Les conseils en gros d'un couple pour pas être jaloux, tu dirais quoi toi? Alors, c'est difficile de pas être jaloux, encore une fois, on a toujours c'est un sentiment humain et naturel, la jalousie, donc on peut pas l'éteindre complètement. Il y aura toujours, même chez des personnes qui ont beaucoup de confiance en elles, quand on aime quelqu'un, c'est assez naturel d'être un petit peu jaloux si la personne, elle regarde d'autres hommes ou d'autres femmes. Enfin voilà. Donc après, encore une fois, il y a comment on se comporte. Est-ce qu'on n'endort pas ou est-ce qu'on va pouvoir passer outre? Maintenant, si on n'endort pas, si vraiment c'est un sujet de dispute, s'il y a vraiment quelque chose d'obsessionnel, encore une fois, je pense que c'est important déjà d'en parler dans le couple parce que vraiment c'est vraiment la jalousie obsessionnelle, ça détruit les couples, c'est impressionnant. C'est la meilleure façon de perdre la personne. Bien sûr, parce que derrière on va être
déjà, quoi que l'autre nous dise, dans un manque de confiance, quoi qu'il en soit, parce qu'après tu vas dans le contrôle. Dans un contrôle, un hyper-contrôle. Hyper-contrôle, hyper-vigilance, et qui peuvent après étouffer la personne. Voilà, moi j'ai des couples où j'avais l'un ou l'autre qui avait mis toutes les caméras dans le salon, des traceurs, des localisateurs dans le téléphone, enfin c'est devenu complètement toxique quoi. Donc au bout d'un moment, même si le couple est solide et que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, aujourd'hui ils en sont à divorcer parce que c'est plus possible de vivre. L'autre, celui qui est jalousé. Voilà. Et au final, on en revient à ce que le travail doit être fait par chacun des deux dans le couple. Mais quand on a cette... Comment dire, quand ça devient pathologique, quand la jalousie elle devient pathologique, il faut travailler sur soi, effectivement. Aller voir un psychologue, un psychothérapeute, essayer de comprendre pourquoi on est comme ça dans la relation. Parce que vraiment, la personne qui est très jalouse, l'autre en souffre, mais elle aussi, elle en souffre beaucoup. Voilà. Donc ça vaut vraiment la peine de faire un travail pour renforcer son estime de soi. L'estime de soi, parce que ça commence par soi-même. En fait, on a toujours peur que l'autre aille voir quelqu'un de mieux. Avoir quelqu'un mieux, supérieur, différent. Mais on peut être on peut avoir toutes les qualités du monde. Tout ça, c'est subjectif. Jaloux, bien sûr. Voilà. Donc, après, connaître ses propres valeurs et avoir pris conscience de sa valeur va permettre aussi de pas... de gagner en confiance en soi et se dire voilà. Et puis après il y a aussi je pense que là on parle de soi-même, mais aussi il y a un minimum de sécurité affective à mettre en place à l'autre aussi, je pense, tu vois. Des fois il y a des gens qui sont jaloux parce qu'ils ont des bonnes raisons. Alors il y en a de temps en temps. Parce qu'ils ont des bonnes raisons, ou parce qu'ils soupçonnent quelque chose, ou parce qu'ils ont... on parle souvent des femmes comme ayant un sixième sens, mais les hommes aussi peuvent bien sûr l'avoir. Quand on commence effectivement par détecter certains signaux où l'autre n'est plus tellement attentif à ce qu'on dit, qu'il est tout le temps sur son téléphone, qu'il semble préoccupé rêvasser à autre chose, oui, ça peut mettre sur la piste d'une infidélité ou du fait que la personne, en tout cas, n'a plus tellement son attention dirigée vers son couple. Mais voilà, ça va être important, quoi qu'il en soit, de poser des mots dessus et de travailler sur ses insécurités, parce que même si on rompt avec cette personne ou que... Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais ce que je voulais juste mettre... va se représenter... je voulais que les gens qui sont jaloux, qui nous écoutent, se disent pas qu'ils ont tout à faire eux-mêmes. C'est aussi un travail à deux. Aussi, on peut sécuriser l'autre en disant regarde, tout va bien. Tu vois, on peut de temps en temps pas répondre systématiquement à toutes les attentes de cette personne qui est ultra jaloux, possessive, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de vérifier, et t'es où, tu fais quoi, avec qui. C'est horrible pour l'autre. Mais de temps en temps, pouvoir sécuriser l'autre en disant ouais, regarde, je suis bien à cet endroit-là et tout. Je veux dire, ça peut aussi complètement, ça peut aussi arrêter ce processus de jalousie. Ça peut, mais c'est pas si simple que ça, parce que si en face si on a une personne qui est anxieuse, de nature, admettons. Les personnes anxieuses, il faut toujours qu'on les rassure. Oui, mais tu vois, regarde quelqu'un qui a été trompé, le mec qui va passer derrière, il va prendre cher. Tu vois, il va être hyper contrôlé, hyper vérifié. Souvent, dans la relation, quand tu retombes avec quelqu'un, tu viens quelqu'un avec son passif. Et souvent, ils n'ont pas forcément réglé leur propre trauma. Et la nouvelle personne que tu vas rencontrer, il va falloir un petit peu quand même... y aller pour mais souvent c'est parce qu'on craint justement on craint de souffrir, de revivre une souffrance. Donc c'est pour ça que moi j'en reviens à travailler sur soi, parce que c'est pas pour dire que c'est à l'autre de porter celui qui est jaloux, ou celui qui est jaloux de tout porter, ou de faire un travail que lui. Bien sûr que l'autre dans le couple et le partenaire va être ça va être important, comment il va chercher aussi à rassurer l'autre. Non mais je veux dire, il y a un minimum quand même, tu vois, c'est pas... Bien sûr, il y a un minimum, mais je pense que travailler vraiment au fond, comment dire, son auto-assurance ou sa capacité à se sentir justement en mesure que si on ne se sent pas suffisamment sécurisé ou si les limites sont dépassées, qu'on soit en mesure justement